Bien, je vais commencer. Il y a encore des gens qui se joignent à nous, mais je vais commencer. L'heure, c'est l'heure. Et avec le changement d'horaire en plus, pour un certain nombre d'entre vous, on est à l'heure du déjeuner. Donc, bienvenue à cette visioconférence qu'on a lancée jeudi dernier. On a eu plus de 700 réponses et on a à ce stade plus de 300 connectés. Et donc, bienvenue à tous et à toutes. On a en plus deux surprises, deux invités d'honneur. Le ministre Laurent Saint-Martin, qui s'occupe à la fois de tous les enjeux de commerce extérieur, d'attractivité, mais qui est aussi votre ministre, puisqu'il est ministre des Français de l'étranger. Et je lui passerai la parole après mon introduction. Et Christopher Weisberg, que je ne présente plus, puisqu'il est mon suppléant et qu'il a été votre député pendant 2 ans et demi, alors que j'étais ministre de l'Industrie et de l'Énergie. On a souhaité faire cette visioconférence qui est en mode séminaire, donc vous ne pouvez pas formellement prendre la parole, mais vous pouvez, le chat est ouvert, poser toutes les questions que vous souhaitez dans le cadre du chat pour pouvoir échanger avec vous sur la situation évidemment exceptionnelle que vous vivez, que nous vivons, que le monde vit, mais que vous vivez en première ligne parce que soit vous habitez aux États-Unis, soit vous habitez au Canada. Évidemment, l'élection de Donald Trump a changé la donne et je veux commencer par dire que, évidemment, il a été élu président des États-Unis, réélu président des États-Unis et je dirais il a été bien élu et donc la démocratie a parlé. Il est aujourd'hui le président de tous les Américains, même si j'ai tendance à penser qu'il se comporte pas tout le temps comme le président de tous les Américains. Et donc j'allais dire, on fait avec. On fait avec, on n'est pas obligé d'être sans concession et on peut évidemment réagir en démocrate, en citoyen, en élu que nous sommes tous et toutes à ces prises de position régulières qui nous amènent d'ailleurs presque tous les jours quand on se lève de ce côté-ci de l'Atlantique à ouvrir nos téléphones avec un effroi doublé d'une certaine impatience pour savoir quelle est la nouvelle mesure, quelle est la nouvelle annonce qu'a fait le président des États-Unis dans la nuit. Pour moi, c'est un bouleversement en profondeur de l'équilibre géopolitique mondial qui a des conséquences évidemment en Amérique du Nord, qui va avoir des conséquences directes pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, et qui a des conséquences pour l'équilibre géopolitique du monde, qui est bouleversé par rapport à ce qu'on connaît depuis maintenant plus de 80 ans, et puis évidemment pour la France et pour l'Europe. Vous d'abord, parce que c'est quand même à vous qu'on souhaite s'adresser aujourd'hui. Vous travaillez pour des entreprises américaines, des entreprises canadiennes qui commercent avec les États-Unis. Vous travaillez pour des entreprises françaises présentes en Amérique du Nord. Vous êtes vous-même directement sous des visas qui peuvent être impactés par la politique de Donald Trump. Et donc, on voulait d'abord et avant tout vous dire qu'on pense à vous, qu'on est à votre disposition pour vous aider quand vous faites face à des problèmes particuliers. Vous savez que Camille, qui est ici et qui est à mes côtés et qui va me poser les questions que vous nous posez, vous nous avez déjà posé des dizaines de questions depuis qu'on vous a envoyé le courriel qui annonçait cette visio, est à votre service pour vous aider face à des enjeux notamment administratifs auxquels vous pourriez faire face du fait de la nouvelle situation. Vous le savez, pour ceux qui étaient aux États-Unis il y a maintenant 6 à 7 ans, dans son premier mandat, Donald Trump avait par exemple changé du jour au lendemain la durée des visas E2, en les ramenant de manière unilatérale de 5 ans à 18 mois. On avait ensuite travaillé avec l'administration américaine pour ramener tout ça à 4 ans. Un certain nombre d'entre vous étaient évidemment affectés directement et on ne peut pas exclure que ce genre de décision soit à nouveau prise, pardon, et on sera là pour vous aider. Vous avez aussi été, pour certains d'entre vous, affectés par les tarifs qui, à l'époque, affectaient essentiellement le secteur aéronautique et le secteur des vins. Et on avait pu aussi, à cette occasion, échanger avec beaucoup d'entre vous pour vous aider à naviguer ce nouveau dédale trumpien. On va continuer à le faire et donc n'hésitez pas à nous écrire. Vous connaissez notre courriel à l'Assemblée nationale. On est là pour vous aider. Mais je voulais aussi, et peut-être surtout, avant de passer la parole au ministre, échanger avec vous sur l'impact qu'ont les positions de Donald Trump sur le nouvel ordre économique, mais aussi géopolitique mondial. En premier lieu, évidemment, ce qui se passe en Ukraine, où la donne a changé et où aujourd'hui les États-Unis ont littéralement interrompu du jour au lendemain une bonne partie de leur aide à l'effort de résistance de l'armée ukrainienne. Il y a aujourd'hui des trains qui sont coincés en Pologne avec des armements américains et qui ne traversent plus la frontière et qui ne vont plus en Ukraine. Et donc ça, évidemment, ça a des conséquences directes sur le terrain où Vladimir Poutine pousse son avantage avec des bombardements incessants et ça nous conduit, nous, Européens, et
dans une moindre mesure, mais enfin dans une mesure, je dirais, plus large, les alliés de l'Ukraine, que sont aussi évidemment le Royaume-Uni et le Canada, que certains d'entre vous connaissent bien, eh ben, à monter l'effort, à monter la pression pour pouvoir accompagner l'Ukraine dans son effort de résistance. Nous sommes convaincus que la cause ukrainienne est une belle cause à défendre, que derrière l'Ukraine, évidemment, les valeurs européennes sont en danger, l'intégrité territoriale de l'Europe peut être aussi mise à risque, et que nous nous devons d'être aux côtés de nos alliés ukrainiens, en Européens, et j'allais dire en démocrates, de manière à défendre les valeurs qui sont les nôtres et qui, je pense, pour l'immense majorité d'entre vous, sont les vôtres aussi. Il est possible que certains d'entre vous aient voté pour Donald Trump. En tout cas, j'ai eu quelques réponses à mes courriels ces derniers jours qui me laissent à penser que certains ne sont pas d'accord avec moi, et c'est leur droit. Mais globalement, moi, je suis convaincu que ce qui se passe est grave, ce qui se passe est important et que nous devons réagir. Nous devons réagir aussi en France et en Europe, puisque les États-Unis, le choix est clair, sont en train de se désengager de la défense de l'Europe d'une manière plus ou moins explicite et plus ou moins prégnante, et nous devons réagir en renforçant nos efforts d'investissement dans l'industrie de défense européenne. Et tout ça, je pense que le ministre va en parler. Et donc, avant de lui passer la parole, je voulais vous dire qu'on est avec vous. On est aussi avec les communautés qui sont affectées par les changements drastiques de politique de Donald Trump sur le plan intérieur. Il y a des chercheurs aujourd'hui qui ne sont plus en capacité de faire leur travail. Il y a des réfugiés ukrainiens qui risquent de perdre leur visa. Il y a un certain nombre de communautés qui vont faire l'objet de discriminations fortes. Et vous dire que, évidemment, nous sommes là en Europe pour aussi répondre à des chercheurs, des réfugiés ou des citoyens, voire même des entrepreneurs qui ne se sentiraient plus tout à fait chez eux dans une Amérique qui n'est plus l'Amérique qu'ils ont rejoint. Et qu'évidemment, pour ça aussi, nous, on travaille beaucoup avec le gouvernement, avec l'Élysée, pour travailler à des dispositifs qui pourraient éventuellement aider des chercheurs américains ou des chercheurs européens en Amérique à revenir faire leur travail en Europe en toute liberté. Je suis peut-être un peu solennel dans ma prise de position. En tout cas, je dois vous avouer que je suis particulièrement inquiet et que je ne suis pas le seul et que face à cette situation exceptionnelle, il faut qu'on puisse être à la hauteur et mettre en place des dispositifs exceptionnels. C'est le cas du président de la République qui, je pense, clairement fait partie des leaders aujourd'hui du monde libre, qui sont prêts à la fois à s'engager avec Donald Trump dans une négociation, dans une discussion qui est plus tout à fait de la teneur de celle qu'on avait avant, et de rappeler de manière assez forte quelles sont nos valeurs. Je faisais le compte ce matin avec le départ de Justin Trudeau du poste de Premier ministre canadien. Le président de la République est désormais le seul leader du monde occidental qui a connu Donald Trump dans son premier mandat. Depuis que Emmanuel Macron a été élu, il a connu deux premiers ministres canadiens, il a connu trois chanceliers allemands, il a connu quatre premiers ministres italiens, il a connu cinq premiers ministres britanniques. Ça en fait évidemment le leader le plus expérimenté du monde occidental aujourd'hui. Ça en fait aussi un leader qui est respecté et qui clairement a un rôle important à jouer. Donc la France, et la transition est toute trouvée pour passer la parole au ministre, a elle aussi un rôle très important à jouer dans cette dynamique. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est là, le ministre. J'ai peur qu'on ait perdu le ministre. Tu peux vérifier? J'ai l'impression qu'il a Ah oui, disparu de l'écran. il a été déconnecté. Alors, est-ce que tu peux écrire à son cabinet? Christopher, tu vas ajouter quelques mots peut-être en attendant que le ministre se connecte? Oui, bah écoute, merci Roland, et on est très content à la fois de se réunir parce que je pense que c'est la première fois depuis la campagne qu'on fait une visio de ce type depuis le mois de juin, et ça fait plaisir de vous voir dans un moment difficile. En attendant le ministre qui va aussi nous parler des opportunités que ça peut aussi amener pour l'Europe, parce que c'est un wake-up call, je pense, aussi au niveau européen. Moi, je voudrais partager trois points avec vous. Le premier, pour vous dire que je n'ai plus les mêmes fonctions, mais je continue d'aller très souvent aux États-Unis,
Je travaille aujourd'hui dans un groupe français qui développe ses marques à l'international. Et évidemment, vu mon lien avec les États-Unis, j'y vais souvent. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on va aux US, à vrai dire, aujourd'hui, on a l'impression que la crise touche davantage les pays autour, le Canada en premier lieu, qui organise, qui se fait attaquer et qui se fait attaquer sur ces enjeux de souveraineté, l'Europe qui est face à la guerre, et aux États-Unis, je dois vous dire que quand je vais au Texas, quand je vais au Tennessee, parce que je vais souvent dans plusieurs États à l'intérieur du pays, je suis assez consterné de voir que la situation économique est excellente et que pour mes interlocuteurs dans le monde des affaires, il n'y a absolument pas de remise en cause des marques françaises. Et donc, un peu paradoxalement, j'ai l'impression que dans cette première étape, c'est davantage un moment de déstabilisation pour les gens à l'étranger, pour les Européens, pour les Canadiens, que pour les Américains. Et je vous dis ça aussi pour vous rassurer d'une certaine manière. C'est que j'ai vu des messages parmi vous, j'ai vu est-ce que c'est dangereux d'être aux États-Unis aujourd'hui. Je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit dangereux. Je pense que, Christo, ouais, je te demandais de conclure cette partie-là, parce que le ministre est réapparu, et comme je sais qu'il a peu de temps, je voudrais pouvoir lui je passer la vais, parole. bah, Mais termine ta très phrase. bien. Non, non, Est-ce non, mais que c'est donc, dangereux d'être américain aujourd'hui? ça n'est pas, je pense, dangereux d'être américain et c'est plus une remise en question pour nous, Européens et Canadiens. Et je pense que la transition est toute faite pour faire intervenir le ministre sur la partie européenne de cette crise. Cher Laurent, c'est à toi. Merci Merci, beaucoup. et merci vraiment de t'avoir libéré ton agenda, parce que je sais que c'est littéralement un agenda de ministre. Merci beaucoup, très cher Roland. Merci et bonjour aussi à Christopher que je salue et bonjour à toutes et tous. D'abord, merci encore une fois à toi, Roland, de me permettre de m'exprimer là-dessus. En fait, j'ai lu ton post sur, je crois que tu es sur LinkedIn. Je l'ai trouvé, ça ne m'a pas étonné, extrêmement pertinent et j'ai bien vu la gravité dans tes propos que j'ai retrouvé dans ton introduction. Et évidemment, je ne peux que y souscrire. Je crois que nous vivons un moment de gravité au sens premier du terme. On a une nouvelle donne internationale qui est dictée par une nouvelle donne américaine d'abord. Une nouvelle donne finalement qui en cascade crée aussi un certain nombre de conséquences politiques que vous voyez sur l'ensemble de ta circonscription. Je crois aussi que au Canada, avec Marc Canré, c'est quand même hyper intéressant aussi de voir ce qui se passe, qui n'était pas forcément ce qui était attendu et qui a probablement des liens directs avec ce qui se passe depuis le début de l'année aussi auprès du voisin américain. Donc Trump d'un côté, Carney de l'autre, ce qui se passe en Europe avec aussi évidemment une réaction qui est extrêmement saisissante de la part d'un certain nombre de pays européens, je vais y revenir. Mais donc, on a une nouvelle donne internationale qui saisit, qui frappe, et c'est effectivement à la fois comme ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger que je m'exprime dans ce séminaire-là, puisque de fait, ce sont deux sujets prioritaires pour vous, Français d'Amérique du Nord, puisque les questions commerciales sont au centre de l'actualité et puisque vos préoccupations quotidiennes en tant que Français vivant en Amérique du Nord peuvent être bouleversées. Roland l'a bien dit dans son introduction, je n'y reviens pas, mais c'est aussi évidemment un sujet, alors que nous sommes en pleine semaine de l'AFE ici à Paris, qui revient régulièrement. Et d'ailleurs, si je ne peux pas rester très longtemps, je m'en excuse, c'est parce que je reprends l'ordre du jour avec vos élus de l'AFE juste après là-dessus. Cette nouvelle donne, ce qui la caractérise, sa caractéristique première ici, c'est le caractère imprévisible. C'est le caractère d'incertitude qui préside à peu près à tout. Vous voyez que chaque jour, on a une prise de position et un propos qui est différent, qui est souvent dans la surenchère, qui est régulièrement suivi d'actes qui peuvent aller dans l'autre sens. On a vu notamment du point de vue commercial des différences assez criantes entre les intentions et la réalité des actes. On voit bien, et ça je ne vous apprends pas, que le président Trump, plus encore que dans son premier mandat, utilise la question commerciale comme une base de discussion et une base de négociation pour à peu près tous les sujets, y compris des sujets qui n'ont rien à voir avec l'économie, des sujets de défense et de sécurité, des sujets de trafic de drogue, des sujets qui font évidemment les intérêts des États-Unis, et avec une constance qui est assez frappante, qui est que le déficit commercial bilatéral est une base de négociation et de discussion pour à peu près tout.
Et donc, à partir du moment où il existe un déficit commercial pour les États-Unis, on part du principe que on lui doit et que donc soit on règle le problème par une barrière tarifaire, soit par une barrière non tarifaire, soit par une discussion, une négociation tout autre. Et ça, c'est effectivement un monde totalement nouveau qu'on se refusait de considérer comme possible à nouveau. C'est un monde qui est assez caricatural dans la politique commerciale, qui remet effectivement des décennies en arrière la façon dont on avait construit par les règles internationales, par le droit du commerce international notamment, même si cela avait déjà depuis plusieurs années, depuis le premier mandat de Trump, pour dire les choses très clairement, déjà changé un certain nombre de choses, notamment vis-à-vis de l'OMC. Mais enfin là, on y est plus franchement et de façon plus assumée. Et donc, effectivement, on a un véritable moment de gravité au sens étymologique du terme, c'est que il y a une tentative du retour de la loi du plus fort en général, et il y a de la négociation et une tentative de tout faire en bilatéral en particulier. Et ça, on le voit bien d'un point de vue des intérêts des nations, et on le voit de plus en plus aussi dans une nouvelle question sur laquelle je ne vais pas beaucoup m'attarder, mais qui est essentielle dans nos relations atlantiques, qui est la question des valeurs, dans lequel la séparation des valeurs est de plus en plus assumée. Et ça, le moment et le tournant qu'on a pu observer, c'est le discours évidemment de Vance lors de la conférence de sécurité à Munich, qui a complètement fait basculer un discours qui était on a les mêmes valeurs, on n'a pas toujours les mêmes intérêts, à un discours, on n'a pas toujours les mêmes intérêts, mais là, on n'a franchement pas les mêmes valeurs. Et ça, c'est une bascule absolument essentielle. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que du point de vue français et du point de vue européen, les États-Unis ne sont plus un allié? Il y a un grand débat ici en ce moment sur la question du statut d'allié. La question, c'est de considérer les États-Unis toujours, à mes yeux, comme un pays avec lequel il faut évidemment travailler au quotidien. Il faut le faire sur la question ukrainienne, parce qu'on a besoin des États-Unis pour résoudre la problématique ukrainienne et pour les faire évidemment obtenir la paix dans des conditions de garantie de sécurité qui soient acceptables. Et c'est évidemment ça qui est essentiel. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'abord de l'Europe et de l'Ukraine autour de la table, évidemment avec le concours des États-Unis là-dessus. On a aussi une situation où, là je parle en français plus qu'en européen, il ne faut pas oublier que les deux présidents se connaissent. Il ne faut pas oublier qu'ils ont travaillé ensemble dans le premier mandat de Donald Trump et que la relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron est une relation de confiance, est une relation où justement on peut s'appuyer sur cette force française pour pouvoir aller construire un avenir, je vais y revenir, qui soit davantage sur un agenda positif que sur, évidemment, une confrontation permanente et du point de vue du commerce qui me concerne au premier chef, vers une guerre commerciale. Et donc, je ne suis pas du tout défaitiste dans la situation actuelle, mais il faut prendre conscience et être totalement lucide du changement absolument considérable de la nouvelle donne internationale à ce niveau-là. Et puis, il faut aussi qu'on assume la relation entre nos deux pays, entre les États-Unis et la France, qui sera l'essentiel de mon propos. Je viendrai au Canada juste après, sur les forces qui sont les nôtres aujourd'hui. Je rappelle que les relations commerciales bilatérales entre nos deux pays sont puissantes. Je rappelle que les investissements internationaux des Français vers les États-Unis sont importants et que les États-Unis sont le premier investisseur étranger en Europe. Je rappelle, on a eu le baromètre de l'AmCham, qui est donc la chambre de commerce américaine en France, qui a été publié la semaine dernière. On est à peu près 1,2 million d'emplois croisés entre les entreprises américaines en France et les entreprises françaises aux États-Unis. Et on a évidemment des investissements et un développement commercial et économique interdépendants auxquels on tient beaucoup. Et ça, c'est une force. J'étais la semaine dernière en discussion avec Chuck Robin, qui est donc à la fois le patron de Cisco, mais aussi le chairman du Business Roundtable. Et on voit bien qu'il y a une vraie volonté d'une grande partie du patronat américain de ne pas abîmer cette relation entre les États-Unis et l'Europe d'une part, et en particulier en ce qui nous concerne, entre les États-Unis et la France. Donc, on a des atouts structurels dans notre relation. Il faut le faire savoir justement pour ne pas aller l'abîmer. Et la pire des décisions serait évidemment de venir le faire avec une guerre commerciale qui affecterait la relation entre l'Europe et les États-Unis. Alors, la position française et européenne en la matière, je suis obligé de la prendre en ensemble, puisque vous le savez, la politique commerciale est une compétence exclusive européenne. Et que c'est donc la Commission européenne qui négocie avec le commissaire qui s'appelle Maroš Šefčovič, qui est un commissaire expérimenté et qui a le grand mérite pour nous, Français, d'être sur une ligne assez proche de la nôtre. La ligne, c'est la suivante. Il est absolument
essentiel d'abord de passer par le dialogue et la conviction que la confrontation commerciale est la pire des solutions dans notre relation. Que cela créerait d'abord des effets négatifs sur l'ensemble du spectre, évidemment pour les entreprises européennes, mais aussi pour les entreprises américaines, à commencer par celles qui sont implantées en Europe. Évidemment, l'effet inflationniste est démontré à plusieurs reprises par toute la littérature économique et financière pour ceux qui ont vu justement les augmentations tarifaires de ces dernières années s'opérer. Et donc, la première chose à dire, c'est que cette guerre commerciale ne serait dans l'intérêt de personne. Et c'est le discours que l'on répète en permanence et que le président de la République, accompagné d'Éric Lombard et de Jean-Noël Barrot lors de la visite à Washington, ont répété, non seulement à Donald Trump, mais aussi évidemment avec tous leurs interlocuteurs. Suite à cela, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que les termes du débat aujourd'hui, et la difficulté que l'on a dans le dialogue avec les États-Unis, c'est que les termes du débat ne sont pas identiques. On ne parle pas de la même chose quand on parle de droits de douane et de guerre tarifaire. Exemple le plus concret, les États-Unis et l'administration Trump aujourd'hui considèrent que la TVA est un tarif contre les importations, ce qui est évidemment un non-sens absolu. La TVA est une taxe sur la consommation qui touche absolument tous les produits. Et donc, j'ai eu avec Éric Lombard un dialogue en visioconférence avec Howard Lutnick, qui est donc le secrétaire au commerce américain, et qui donc a lui aussi, évidemment, le même propos que Donald Trump sur le fait que la TVA est un tarif. Je vous donne ça comme exemple parce que je trouve que l'illustration est saisissante, que la TVA est un tarif et que donc, eux ayant la sales tax à 6%, la TVA française étant à 20%, ils doivent mettre en face un tarif à hauteur de 14% pour équilibrer et mettre notre commerce bilatéral en balance. Tous ceux qui connaissent un peu le principe fiscal et la vie économique des entreprises et des États comprendront que ce débat, on ne peut pas être d'accord sur les termes et on ne peut pas être d'accord sur le fait d'accepter tout simplement qu'une réponse tarifaire puisse se faire dans un différentiel entre nos propres taxes à la consommation entre les États-Unis et la France. Si chaque pays faisait ça, cela aurait un effet ultra-inflationniste tout de suite, puisque chacun irait s'aligner vers celui qui taxe le plus sa consommation dans le monde. Et à ce moment-là, il y aurait évidemment des pays qui l'emporteraient assez facilement. Donc les termes du débat sont, si vous me passez l'expression, erronés. Et ça, c'est une vraie difficulté que nous avons, que nous avions probablement moins, même si je n'occupais pas ces fonctions et je le regardais probablement d'un peu plus loin. Mais Roland, Christopher et beaucoup d'entre vous l'ont vu. Je pense que nous n'avions pas ce même niveau de difficulté à se mettre d'accord sur les termes du débat lors du premier mandat de Donald Trump. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle doit être et quelle peut être la réponse européenne à cette situation? Aujourd'hui, on est obligé de se baser sur le réel, parce qu'il y a tellement de différences entre les annonces et ce qui est mis en place concrètement qu'on se concentre évidemment sur ce qui est concret. Aujourd'hui, on a le 12 mars, c'est-à-dire dans 2 jours, l'entrée en vigueur de l'augmentation sur acier et aluminium, qui était déjà quelque chose qui avait été mis en place, je vous le rappelle, dans le premier mandat de Donald Trump. Là-dessus, la réponse européenne, elle a été présentée par la Commission et elle est soutenue par le gouvernement français. Elle est très claire, c'est qu'il nous faut savoir répondre rapidement et fermement pour protéger nos industries, pour montrer que si un rapport de force doit s'exprimer d'un point de vue commercial, l'Europe sait répondre unie. Et c'est extrêmement important pour ne pas rentrer dans un jeu sur lequel, évidemment, Donald Trump et son administration ont plutôt intérêt à nous mener, qui est celui du dialogue bilatéral, qui est celui de faire en sorte que chaque pays va chercher des intérêts particuliers avec les États-Unis et ne répond pas aux Européens, alors que la compétence commerciale, elle, est exclusivement européenne. Et c'est ce piège-là dans lequel l'Europe ne doit pas tomber. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc ça, c'est un motif de satisfaction. Et donc nous devons effectivement absolument continuer à répondre de la façon dont la Commission le fait, c'est-à-dire avec des mesures de rétorsion, si toutefois les droits de douane venaient à être appliqués, comme ça va être le cas très probablement pour acier et aluminium. Je cite cet exemple-là puisque c'est celui qui, à court terme, a le plus de chances de devenir concret. Et donc, il nous faudra avoir cette dépense. En revanche, on ne doit pas perdre de vue la nécessité d'aller proposer un agenda positif aux États-Unis. C'est dans notre intérêt. Nous considérons que c'est aussi dans l'intérêt des États-Unis, bien sûr. Et pour un certain nombre de filières, aller chercher plutôt des droits de douane à la baisse et quitte à rééquilibrer plutôt sur du 0 pour 0, comme on dit commercialement, ce sont, je pense, des sujets sur lesquels il faut continuer à travailler.
Et de la même façon, continuer à travailler sur un agenda positif entre l'Europe et les États-Unis, avec des investissements croisés qui doivent être de plus en plus importants, restera toujours pour nous la meilleure voie de sortie de cette situation-là. Alors, quelles seront les prochaines étapes de discussion là-dessus? On va voir quelle va être la position réelle de l'administration Trump vis-à-vis de l'Europe dans les prochaines semaines. On va voir comment acier aluminium se concrétise. On va voir comment un discours sur notamment la TVA et sur une menace d'augmentation de 25% sur l'ensemble des produits d'origine européenne va évoluer. Pour l'instant, cela n'a pas de traduction concrète et c'est heureux. Il nous faut continuer à avoir cet esprit-là, ce dialogue-là, qui restera quand même toujours le meilleur moyen de rentrer à la fois dans un rapport de force, mais de ne jamais perdre de vue qu'il y a une issue possible là-dessus à partir du moment où on s'est rentré dans un dialogue qui reste positif avec eux. Dernier point, peut-être pour ne pas être trop long, rappeler que dans ce contexte-là, on n'est jamais à l'abri d'opportunités à saisir. On le voit sur le sujet ukrainien, avec la défense européenne. On le voit aussi sur le sujet commercial, avec une unité qui, soyons modestes pour l'instant, loin d'être totalement acquise, mais qui peut être une occasion non seulement de savoir répondre de façon unie en tant qu'Union européenne, mais aussi le faire de plus en plus avec la capacité de faire de l'Europe une véritable puissance économique et politique. Et ça, je terminerai là-dessus, parce que je crois que c'est un sujet absolument fondamental. Il y a dans ce contexte de nouvelle donne internationale et de nouvel ordre international une opportunité inouïe en Europe de devenir une véritable puissance économique et commerciale et industrielle, si nous le voulons. Et donc, la relation avec les États-Unis est aujourd'hui complexe. On n'a pas toujours la capacité à se mettre d'accord sur les termes du débat. Il nous faut avoir des mesures de rétorsion si toutefois il y avait des agressions commerciales. Il nous faut garder un agenda positif, mais surtout et surtout, il faut qu'on se regarde nous-mêmes et se demander si oui, on veut être cette puissance économique, industrielle et commerciale que l'on peut être. On a tous les atouts pour l'avoir. Et ça, à la fin, à moyen terme, ça restera toujours la meilleure réponse à un monde où on propose la loi du plus fort. C'est celui où il faut se construire soi-même sa puissance. Et ça, l'Europe, c'est le faire. Voilà un petit peu les éléments de contexte du point de vue français que je voulais exprimer. Je vais essayer de rester peut-être une dizaine de minutes de plus s'il y a quelques questions et quelques échanges. Et en vous remerciant à nouveau, Roland, Christopher et tout le monde pour l'invitation. Merci beaucoup, cher Laurent. Tu le disais, tu es enfin, pris cette semaine par l'Assemblée des Français de l'étranger. Je sais qu'il y a un certain nombre des élus qui sont là en ligne, qui nous ont rejoints, pour certains un peu en retard, mais qui sont eux aussi pris par cette assemblée. Donc vraiment, merci d'avoir libéré ton agenda. Je vais peut-être prendre quelques questions que j'ai vues passer dans le chat pour que, si tu veux y répondre, tu puisses y répondre et qu'ensuite Christopher prenne le relais pour vous dire quelques mots d'un franco-américain qui en plus fait des affaires entre la France et les États-Unis. Et je pense que sa perspective est aussi très importante. Bon, j'ai vu passer un certain nombre de questions en chat et j'en profite. N'hésitez pas, comme vous le faites déjà, à dialoguer entre vous parce qu'il y a déjà pas mal de réponses à des questions qui ont été apportées. Euh, j'ai deux questions peut-être qui peuvent se retrouver. Que faire pour favoriser la cohésion entre les pays alliés, notamment l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada? Et comment peut-on améliorer les liens économiques Europe-Canada? Moi, je me souviens que quand j'avais voté la ratification du CETA à l'Assemblée nationale en 2018, j'avais été critiqué par un certain nombre de mes confrères, notamment au Sénat, mais aussi sur les bancs de l'opposition. Et depuis d'ailleurs, la ratification du Sénat a été formellement rejetée du CETA, pardon, a été formellement rejetée par le Sénat. Tu es le ministre du commerce extérieur et donc formellement le ministre du CETA. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le renforcement des liens commerciaux entre l'Union européenne et le Canada et entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, évidemment aussi? Une des meilleures façons de répondre à des tensions commerciales créées par la première des puissances, qui évidemment fait aussi écho à des tensions commerciales qui existent sur l'autre front, qui est la Chine, c'est de diversifier les partenariats commerciaux et de diversifier les routes commerciales. Et là, évidemment, on a besoin des pays avec qui on sait construire des relations au-delà de l'amitié et de la capacité de dialogue que l'on a, de commerce et d'investissement. Le Canada en fait clairement partie.
Et ce que nous avons construit avec le CETA, puisque tu me le demandes directement sur cet accord commercial, est une opportunité justement de savoir diversifier ces routes commerciales et de savoir justement les accompagner. Moi, personnellement, mais c'est un avis très politique et je sais qu'on le partage, je n'ai pas compris la délibération opposée au CETA, au Sénat, ces derniers mois. Je pense que c'est une erreur stratégique et je pense au contraire qu'on a besoin d'aller chercher des accords commerciaux avec d'autres zones du monde qui, si ce n'est pas les Européens, de toute façon se feront avec d'autres régions du monde. Suivez mon regard. Et donc, il nous faut aller être justement dans cette compétition internationale actif, acteur, et donc aller les chercher, ces accords de commerce. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut les faire n'importe comment. On a de bonnes raisons parfois de s'y opposer. Entre parenthèses, on n'a pas à sacrifier notre agriculture française en permanence pour des accords internationaux. Donc, on doit savoir aussi être exigeant sur un certain nombre de normes qu'on impose à nos producteurs et éleveurs français quand on va négocier des accords. Mais sur le CETA, pardon, c'était le cas. Et donc, je crois qu'il ne faut pas tomber dans de mauvais débats qui parfois font faire de mauvaises délibérations. Et donc, je crois que cette séquence-là, cette période-là, peut peut-être ouvrir les yeux, faire ouvrir les yeux à la nécessité justement d'avoir des relations les plus fluides possibles, y compris commercialement avec le Canada. Et j'en profite juste pour dire que je lance le 18 mars les assises de la politique commerciale, précisément dans ce sens, pour remettre un peu de rationalité dans le débat et réexpliquer quand même dans quel intérêt se font les accords de commerce. Et à la fin, on ne va pas pouvoir se faire fermer les portes par nos grands partenaires historiques et ne pas savoir les ouvrir sur des partenaires nouveaux. Donc, il va falloir aussi se montrer, je crois, ouvert d'esprit sur la question. En tout cas, je suis convaincu que c'est dans l'intérêt européen là-dessus. Merci beaucoup. J'ai une question intéressante là qui est passée sur la politique culturelle de Clémence Bradley, qui nous dit au fond, on va financer la défense et on va sacrifier d'autres dépenses importantes, notamment celle de la culture. Elle travaille dans un institut français, elle nous dit pas dans quelle ville, mais évidemment, depuis maintenant 7 ans, depuis 8 ans que le président Macron est au pouvoir, on a beaucoup poussé pour faire rayonner la culture française et plus largement d'ailleurs la culture francophone en Amérique du Nord, avec une stratégie assez forte de développement des écoles francophones et pas seulement dans les lycées français, mais aussi dans des écoles publiques américaines dans lesquelles on peut apprendre le français, avec la Villa Albertine qui accueille des artistes français et non français dans des lieux gérés par les consulats à travers tous les États-Unis. Et ce que je peux dire à Clément, c'est qu'évidemment, on va continuer. À un moment où nos valeurs sont en danger et où il est important plus que jamais de les porter, notamment en Amérique du Nord, c'est clairement pas un sujet qui va être sacrifié, bien au contraire. Tu peux sans doute confirmer ça, Laurent, mais moi je suis en contact régulier avec le conseiller culturel à New York, avec les consulats. C'est évidemment un élément très important de notre stratégie de soft power. Et je peux vous dire que ça, on va continuer. Mais tu nous confirmes ça, Laurent, j'imagine. Oui, non seulement je le confirme, mais en plus, j'ajouterais que c'est le moment où on a besoin justement de nos outils d'influence. Ça. Je rebondis sur ce que je disais dans le discours du vice-président américain à Munich. Il ne faut pas qu'on se trompe de bataille. La bataille, elle n'est pas qu'économique et commerciale. Elle devient évidemment aussi culturelle. Ça n'a échappé à personne. Et donc, nos outils d'influence qui fonctionnent bien, culturels, éducatifs, mais aussi tout ce qui fait la beauté de la communauté française à l'étranger et des Français de l'étranger en général, c'est-à-dire ces vecteurs de nos valeurs, d'universalisme, d'humanisme, de respect des différences et de justement de lutte contre ce qui peut malheureusement parfois être craint avec l'administration Trump. Tu as parlé notamment des discriminations possibles sur un certain nombre de communautés. Au contraire, là-dessus, il faut pousser les feux à fond et surtout pas reculer. Donc, le soft power là-dessus est très, très important dans le momentum que nous vivons. Et je rappelle toujours que ce que nous vivons avec l'administration américaine, c'est pas ce que nous vivons avec le peuple américain. Et qu'il y a évidemment beaucoup d'amis américains qui ont besoin aussi de savoir que leurs alliés français, leurs amis français historiques, justement, sont là pour défendre des valeurs auxquelles eux aussi adhèrent beaucoup pour une très, très grande partie d'Américains. Merci Laurent, je te libère. Évidemment, tu es le bienvenu pour rester encore un peu, mais si tu dois retourner en AFE, merci infiniment de ton temps parce que c'est évidemment extrêmement apprécié par des concitoyens qui sont mes électeurs, mais qui sont aussi
je dirais, une partie de ton portefeuille. Donc vraiment, je pense que ça a été très apprécié. J'ai vu des commentaires extrêmement élogieux dans le chat. Euh, Merci beaucoup. Salut Laurent, à bientôt. Et bonne Assemblée des Français de l'étranger. Et à nos élus, vous me verrez bientôt puisque je vais essayer de participer aussi activement à l'Assemblée dans les jours qui viennent. Peut-être avant de passer la parole à Christo, j'ai une question qui m'est chère, c'est sur l'interdiction des réseaux sociaux. Et donc, il y avait quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui nous disait pourquoi pas interdire les réseaux sociaux, notamment X, qui est devenu un vecteur de propagande d'extrême droite en Europe, avec un propriétaire qui est à la fois le rédacteur en chef du réseau. Si vous êtes encore sur X, je n'y suis plus, vous êtes sans doute bombardé de tweets d'Elon Musk matin, midi et soir, et qui plus est un membre de l'administration américaine. Moi, vous le savez, j'ai décidé de quitter X, ce qui pour un homme politique est toujours un peu coûteux parce que c'est une manière efficace de diffuser ses opinions, d'informer la communauté, y compris en Amérique du Nord, mais aussi les journalistes et autres politiques de ses convictions, puis parfois même de débattre. C'était possible de manière assez bienveillante, c'est plus le cas du tout aujourd'hui. On est dans une logique systématique de trolling et d'insultes. Moi, j'ai décidé de quitter TX pour ces raisons-là, clairement, parce que je considérais que j'avais aucun intérêt à nourrir la bête, si je puis dire, et donc un réseau qui n'était plus le réseau qu'il était au départ, c'est-à-dire un marché très ouvert, parfois même un peu trop ouvert, mais dans lequel on pouvait échanger avec toutes les opinions, y compris parfois certaines qui n'étaient pas, de mon point de vue, défendables. Mais là, c'est plus le cas du tout. Moi, j'ai beaucoup échangé avec le gouvernement et notamment la ministre du numérique sur ce sujet. Il y a une enquête de la Commission qui est en cours, que le gouvernement français a demandé d'accélérer pour voir si effectivement, dans ces algorithmes, X est aujourd'hui, je dirais, biaisé. Euh, il suffit d'être sur X 5 minutes pour savoir que c'est le cas, mais bon, la commission prend un peu plus de temps et c'est normal, c'est une enquête officielle. Et moi, ce que j'attends, on verra, c'est que si effectivement la commission conclut au fait que X est aujourd'hui un éditeur, un rédacteur en chef, finalement un porteur d'opinion plutôt qu'une place de marché qui permet aux opinions d'échanger, j'espère qu'on pourra en tirer les conséquences à la fois au gouvernement, au niveau européen, et aussi auprès de mes collègues parlementaires qui sont encore extrêmement friands de X et parfois même un peu addicts. Christo, je te passe la parole. Bon, je vais faire court parce que j'ai vu quelques-unes de vos questions et la première, c'est ceux qui s'inquiètent de leur situation, notamment vis-à-vis des visas. Moi, les premiers retours que j'ai eus de la nouvelle administration sur des questions de green card, sur des questions de visa E2, n'ont pas posé problème, au contraire, ont été acceptés. Il y a eu ces dernières semaines plusieurs cas de gens qui ont eu leur green card en temps voulu. Des visas E2 de gens qui n'étaient donc pas encore aux États-Unis et qui voulaient s'installer aux États-Unis et qui ont été aussi acceptés. Il faut que les dossiers soient bien travaillés, comme ça a toujours été le cas. Mais si vous voulez, il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, un changement de braquet sur la question des visas. Ça peut changer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. À l'époque, Roland avait beaucoup bossé sur la question des visas E2 quand ils avaient été réduits. Moi, j'avais aussi travaillé là-dessus pour étendre à nouveau à 4 ans alors que c'était passé à 2 ans. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. Il faut savoir que dans ce moment, l'ambassadeur qui n'a pas encore été ratifié par le Congrès, je crois, mais qui va arriver en France, est un proche de Trump et un ambassadeur, il a pour rôle de faciliter la relation quand même quotidienne entre deux pays. Et donc, il aura au moins l'oreille du président. Ce sera un proche du président et il y a peu de raisons, si vous voulez, et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter cette question du quotidien. Et je vous dis ça parce que, au fond, au contraire, si vous pouvez rester aux États-Unis, le meilleur moyen de résister à ce qui se passe, c'est ce qu'a dit le ministre, ce qu'a dit Roland, c'est d'être là, c'est d'être fort de nos valeurs. Je ne pense pas, contrairement à 2003, où il y avait eu une première crise, il y avait eu une crise de la France aux États-Unis. Il n'y a pas de crise de la France aux États-Unis. On va pouvoir continuer à défendre nos valeurs et il le faudra parce que, je l'espère, et c'est pour ça que je vous parle de résistance, ce régime est, je l'espère, une parenthèse malheureuse dans les relations qu'a entretenues l'Amérique avec le monde libre. Pour l'anecdote, il y a un an, j'étais à l'époque président du groupe d'amitié France-États-Unis au Congrès. On avait reçu des parlementaires, notamment des républicains, qui nous disaient que, quoi qu'il arrive, même si Trump arrivait, la relation avec la France et avec l'Europe
et la défense de l'Ukraine serait un point cardinal que personne ne toucherait. Trump est revenu dessus, mais Trump est revenu dessus parce qu'il agit, et là c'est l'ancien député qui parle, et je ne suis pas au gouvernement, et je vous le dis, je pense que c'est un régime mafieux. Je pense que c'est un président qui utilise son pouvoir parfois à des fins personnelles, à des fins d'une caste, contre l'intérêt de l'Amérique. Et ce sera l'autre point que je vais évoquer avec vous. Ce que je vois et qui risque de coûter très cher à l'Amérique sur le long terme, c'est la perte d'influence dans le monde que va avoir l'Amérique. On le voit en ce moment, évidemment, au Canada, mais aussi, on le ressent, moi j'ai eu des chiffres récents, on commence à avoir une baisse de la fréquentation des grandes marques américaines en France, en Europe. Et donc le risque, c'est que sur le long terme, l'Amérique perde du prestige et de l'influence qu'elle avait dans le monde, ce qui n'est pas le contraire. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et ça sera ma dernière conclusion, et ensuite je te passerai la parole. C'est ce qu'a dit le ministre. C'est aussi une opportunité extraordinaire pour nous, Européens, pour enfin prendre la mesure de notre destin commun et d'attirer tous ces talents. Quand je vois ce que fait le président des États-Unis, ce que fait Elon Musk, ce que fait cette administration sur les chercheurs, sur la recherche, c'est le moment de dire aux chercheurs, venez en Europe. Parce que bien sûr qu'aux États-Unis, idéalement, ils avaient plus de moyens, ils avaient accès à plus de financement. Mais quand on a une administration hostile, on se rend compte que être chercheur, c'est aussi porter des valeurs. Et ces valeurs, les Européens les auront beaucoup plus et auront rationnellement beaucoup plus d'intérêt à les porter. Donc c'est une opportunité aussi pour nous pour amener des chercheurs en Europe, au Canada, pour passer ce triste épisode. Deux points peut-être complémentaires. Merci Christo, c'est toujours très clair et je dirais vécu de l'intérieur, puisque je pense que tu as passé les 3 dernières semaines à naviguer aux États-Unis et pas à New York, San Francisco, Chicago et Boston, mais bien dans l'Amérique profonde et dans des villes plutôt de tiers-tout. D'abord, il y a pas mal de questions sur le boycott des produits américains et tu l'as dit, au fond, il n'y a pas forcément besoin d'un boycott officiel pour qu'il n'ait pas déjà lieu. Moi, j'ai été au Canada il y a 10 jours, dans beaucoup de grandes surfaces. On a les produits canadiens mis en avant dans les rayons avec des stickers qui disent Made in Canada, fait au Canada. Vous savez que les magasins d'alcool ont retiré les vins américains de leur étal, et tant mieux pour les vins français du coup qui sont encore mieux vendus. Et on commence à voir aussi en Europe ce mouvement se faire. Moi, je ne suis pas pour qu'on ait des mesures politiques à ce stade de type de boycott, parce qu'évidemment, ce serait, je dirais, un peu une déclaration de guerre. Il faut, en revanche, s'organiser, nous, pour que, de manière stratégique et opérationnelle, on puisse effectivement vivre sans les États-Unis. Alors, ça veut dire quoi, vivre sans les États-Unis? Ça veut dire que d'un point de vue de la défense, il faut mettre le paquet, et ça, on est en train de le faire. Ça veut dire que d'un point de vue économique, il faut mettre le paquet, et ça, on est aussi en train de le faire, mais il faut aller plus loin, plus fort sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle. Il y avait des questions sur la souveraineté numérique pour installer des data centers dans lesquels nos data seront hébergés et souveraines sans être sous le coup d'une potentielle extraterritorialité américaine. Il faut aussi le faire d'un point de vue énergétique, parce que vous savez qu'on a remplacé une bonne partie du gaz russe par du gaz qui vient des États-Unis. Puis il faut renforcer nos partenariats avec les pays, à la fois Royaume-Uni, Canada, qui sont en dehors de l'Union européenne, qui sont proches de nous, mais j'ai vu des questions sur le Mexique tout à fait pertinentes, l'Inde, l'Asie. Donc, si vous voulez, il y a eu une résolution votée au Conseil, enfin à l'Assemblée générale des Nations Unies il y a une quinzaine de jours, où les États-Unis ont voté, deux points, ouvrez les guillemets, avec la Russie, l'Iran, le Yémen et la Corée du Nord. Bon, bah, clairement, il y avait une majorité de l'Assemblée générale qui a voté cette résolution, qui indiquait tout simplement que c'était la Russie qui avait envahi l'Ukraine et pas l'inverse. Et il y a eu une majorité de pays qui ont voté pour ça. La Chine s'est abstenue. Donc cette coalition de pays qui refusent des diktats à la fois de valeurs et économiques de la part des États-Unis, elle existe. Donc il faut pouvoir répondre. Il faut pouvoir surtout, Christopher et le ministre ont dit, répondre de manière positive, en élaborant et en mettant en œuvre une stratégie positive de conquête, de souveraineté, de force,
mais aussi d'indépendance. J'ai eu des questions sur le parapluie nucléaire. Évidemment, il n'est en aucun cas question que le président de la République demande l'autorisation à qui que ce soit avant éventuellement de la déclencher. Il est hors de question que le chancelier allemand tienne le bras du président quand il est amené potentiellement, évidemment, dans un cadre de dissuasion, à menacer d'utiliser l'arme nucléaire. Mais que la France puisse jouer le rôle que les États-Unis ont joué pendant longtemps et qu'ils risquent de ne plus jouer, de protection de l'Europe et notamment de l'Europe orientale sur ce sujet-là, c'est évidemment essentiel. Donc vraiment cette idée que on doit transformer cette crise, parce que je pense qu'on peut parler de crise en opportunité pour être plus forts ensemble, pour au fond mettre en œuvre ce que le président de la République annonce depuis 7 ans. Hein, la souveraineté européenne, c'est son discours de la Sorbonne à l'automne 2017. Donc c'est pas d'hier. On lui a un peu ri au nez. Pendant la Covid, on s'est rendu compte que acheter du paracétamol, des vaccins, des microprocesseurs ensemble, c'était quand même peut-être pas idiot. Réinstaller des usines en France et en Europe, c'était pas idiot non plus. La communauté européenne de défense, ça fait en fait des décennies que la France plaide pour ça, depuis le général de Gaulle, donc ça date un peu. Le président avait beaucoup insisté là-dessus et tout le monde est en train de s'y allier. Il y a aussi pas mal de questions sur les visas, sur la capacité des uns et des autres à réagir. Bon, les cartes vertes ne sont évidemment en aucun cas en danger aujourd'hui, hein. Ce que souhaite travailler, si je puis dire, le président américain, c'est avant tout la lutte contre l'immigration illégale. Il veut aussi limiter l'immigration de court terme, donc il y a un risque, et ça on va le suivre de près, comme on l'avait fait il y a 6 ans sur le risque sur les visas E2. Et puis évidemment, il y a un risque pour les étudiants qui parfois décident de rester un peu plus longtemps et de faire des petits boulots en attendant mieux. Ce risque-là, il existe évidemment. Et puis il y a le risque qu'on mentionnait tout à l'heure, tous les trois d'ailleurs, sur les chercheurs qui travaillent sur des domaines qui ne sont plus aujourd'hui la priorité du gouvernement américain, j'allais dire c'est son droit, mais de là à interdire des chercheurs de chercher, évidemment, on passe une limite qu'on ne s'attendait pas à ce que l'Amérique de Thomas Jefferson puisse passer. Donc il faut vraiment là-dessus reconnaître que ça peut être une opportunité. Vous vous souvenez que en 2018, le président de la République avait invité des chercheurs américains qui faisaient des recherches sur le réchauffement climatique à un moment où Trump était sorti des accords de Paris à venir en France. Est-ce qu'il y aura des procédures particulières? La question a été dans le chat, accélérée et autres. Oui, en fait, ça existe déjà. Il y a un visa qui s'appelle le passeport talent qui, dans un certain nombre de secteurs, notamment technologiques, peut amener des postulants qui ont des contacts dans les entreprises à avoir un processus fast-track d'obtention de visa. Et on travaille avec l'Union européenne pour que, d'un point de vue de la recherche, on puisse attirer des chercheurs américains en Europe en les payant, parce que vous le savez, si vous êtes dans le domaine de la recherche aux États-Unis, un chercheur américain est quand même très largement mieux payé qu'un chercheur en Europe. Et ça, il faut aussi pouvoir l'intégrer dans un cadre de financement de la recherche publique. Donc on a un certain nombre d'outils à notre disposition et je peux vous dire qu'on est vraiment, on est dans un de ces moments de l'histoire en fait où l'impensable devient possible et l'impossible devient probable. Ça se fait pas tout seul. On a besoin de volonté politique, on a besoin de leadership, mais on l'a, les deux d'ailleurs. Le leadership, je pense qu'on l'a, et la volonté politique, je peux vous dire que nous l'avons, je l'ai, et le gouvernement et le président de la République l'ont aussi aujourd'hui. Il y avait des questions sur l'engagement des troupes françaises ou européennes en Ukraine. Évidemment, on n'en est pas là. Et ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'il fallait pouvoir envisager d'envoyer des troupes pour sécuriser un accord de paix au cas où il aurait lieu. L'accord de paix, on n'y est pas encore, mais clairement, ça fait partie là du domaine du possible que dans le cadre d'un accord de paix, on puisse engager des troupes dans une logique de maintien de la paix, et non pas évidemment en front face à l'armée russe, pour préserver un accord de paix qui aurait été signé. Plus largement d'ailleurs, vous avez peut-être vu une enquête extrêmement intéressante de Destin commun, de More in Common, qui est sortie ce week-end, qui montre qu'à travers toute l'Europe, le soutien à l'Ukraine a beaucoup augmenté depuis maintenant 2, 3 mois et qu'il est largement majoritaire. Il y a même aujourd'hui une majorité de Français
qui plaident pour la restauration du service militaire. Alors, je ne suis pas sûr que la conscription soit la meilleure manière de mener une guerre moderne. Moi, j'ai fait mon service militaire, Christopher, non. Mais clairement, c'est pas la meilleure manière, mais qu'on puisse imaginer que, par exemple, la réserve militaire puisse être nourrie d'ingénieurs, de chercheurs, de techniciens en informatique qui permettent d'aider nos troupes à mener les cyberguerres, évidemment. Donc, il y a déjà beaucoup de besoins qui peuvent être remplis. J'ai vu aussi des questions sur le financement de l'effort de défense. Euh, la France étant la France, évidemment, dès que le président de la République a dit qu'il allait augmenter l'effort de défense, on s'est demandé qui allait payer, les riches, les pauvres, les dépenses sociales, etc. C'est pas la priorité. Aujourd'hui, il y a un débat qui est ouvert, sur lequel moi j'ai pris position, sur la confiscation des avoirs russes qui sont aujourd'hui gelés en Europe et dont les intérêts sont utilisés pour financer l'effort de soutien à l'Ukraine. Moi, j'ai plaidé, je suis pas le seul, Gabriel Attal l'a fait, Édouard Philippe l'a fait et d'autres avec nous, pour qu'on puisse utiliser ces avoirs russes, non pas pour les confisquer for the sake of confiscating, pour les confisquer, mais bien en avance des frais de reconstruction qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, devront être payés par la Russie, qui est l'agresseur dans cette guerre. Et donc, qu'on puisse utiliser ces fonds, plus de 200 milliards d'euros aujourd'hui présents en Europe, pour financer la protection de l'Ukraine et financer des investissements, je pense que c'est une bonne idée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, face à Donald Trump, Marine Le Pen et Jordan Bardella passent pour des agneaux. Je ne sais pas s'ils passent pour des agneaux, mais en tout cas, ils passent pour avoir une stratégie pas claire et des positions qui varient selon la journée. On a aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on a une union nationale, mais on a quand même des partis républicains, démocrates qui sont derrière l'Ukraine et reconnaissent que le président aujourd'hui fait le boulot. Et il y a deux partis qui critiquent dans un sens ou dans l'autre, surprise, surprise, la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Leur position aujourd'hui pâtit évidemment de leur ambiguïté stratégique qu'ils nous infligent depuis maintenant des décennies. Le Rassemblement national, ce n'est pas un secret, a été financé par la Russie dans des campagnes passées. Jean-Luc Mélenchon a une fascination pour la Grande Russie qui date de son passé de trotskiste. Et donc, on a aujourd'hui deux partis qui font clairement preuve au minimum d'ambiguïté, voire même parfois de russophilie mal placée. C'est pas les seuls. Moi, je suis préoccupé par les positions que prennent un certain nombre de médias pardon, dits mainstream et qui clairement se font les vecteurs de la propagande russe et soutien de la politique trumpiste. Moi, ça m'afflige. J'ai vu en quoi la montée inexorable de Fox News dans les années 2000 avait facilité l'élection de Trump numéro un, et j'ai vu la manière dont les réseaux sociaux, on en a parlé, mais aussi un certain nombre de blogueurs et de podcasteurs fameux, Tucker Carlson et quelques autres, ont contribué à l'élection de Donald Trump ce coup-ci. Donc moi, je regrette que des médias qui étaient des médias généralistes, plutôt de qualité, comme le Journal du Dimanche et quelques chaînes d'information que je ne citerai pas, soient aujourd'hui clairement les vecteurs privilégiés de la propagande russo-américaine. Euh, voilà, je le regrette fortement. Je vais pas sur ces médias et si j'y vais, ce sera pour dénoncer leur stratégie. Donc, je suis pas sûr que j'y serai invité. En tout cas, si j'y suis invité, ce sera peut-être un peu sportif. Christo, tu veux compléter là-dessus, peut-être? Je pense qu'il y avait une question aussi sur ce qu'on. Il y a un débat en France sur qu'est-ce qu'on fait des avoirs russes, avec un débat qui s'est Donc, polarisé ça, j'ai pas mal. répondu, ça, hein, sur le fait que je considère qu'il faut les confisquer. Le débat est encore ouvert au niveau européen, hein, et moi, je connais bien Bercy, hein, donc à Bercy, ils s'inquiètent. Bon, la première raison d'abord pour laquelle on n'avait pas confisqué les avoirs russes l'année dernière, il y a 2 ans ou même il y a 3 ans, c'est qu'on s'était dit, si on confisque les avoirs russes et qu'on libère ainsi 200 milliards d'euros, il est très probable que les États-Unis y trouvent une raison pour se désengager. Parce que vous savez que les votes au Congrès étaient de plus en plus serrés sur la capacité des États-Unis à aider l'Ukraine. J'allais dire, le désengagement, il est maintenant assez clair.
Et donc, cet argument tombe. L'autre argument de Bercy, c'est qu'ils ont peur que ça ait un impact un peu déstabilisant sur les marchés financiers. Entre nous, si vous avez regardé la bourse depuis 3 semaines, je suis pas sûr que ce soit la politique européenne de confiscation potentielle des avoirs russes qui introduise la volatilité qu'on a aujourd'hui. C'est évidemment les, euh, les déclarations, j'allais dire les élucubrations abracadabrantes du président des États-Unis qui ont cet impact. Et je dirais juste un point quand même, parce que je vois bien qu'il y a quelques personnes qui peuvent avoir le droit d'ailleurs de soutenir ce régime, mais il y a un élément quand même que je trouve en totale contradiction entre ce qu'avait dit Trump, qui était, euh, en tout cas pour ses électeurs, un élément sincère, c'était l'idée qu'il allait pacifier et mettre fin à certains conflits. Et moi, quand même, ce que je vois, et qui d'ailleurs ramène toute la question en fait de l'investissement militaire, c'est que c'est pas parce qu'on quitte un conflit qu'on veut faire la paix. Et en fait, ce que je vois depuis 2 mois, depuis un mois et demi qu'il est président et encore avant quand il était président élu, c'est qu'il ne fait que raviver des conflits. Et vous pouvez mettre fin au conflit en Ukraine en accentuant les tensions territoriales. Donc, je pense que ça, c'est un des éléments qui forcément va un peu décevoir ses électeurs et qui, au-delà, doit nous poser des questions sur ce qu'on fait de notre défense. C'est bien beau de ne pas vouloir la guerre, mais parfois, quand on ne la veut pas, on la provoque. Et je pense que ce sera un des enjeux des prochains mois. Euh, le nouveau mot à la mode, c'est eggflation. J'ai vu un ou deux commentaires sur le prix des œufs aux États-Unis. Faut pas se leurrer, hein. Quand on considère que la science a peu d'intérêt et que les grippes aviaires ne sont qu'un résultat du complot mondial, ben on a un problème avec l'inflation des œufs. Moi, j'étais au Canada il y a 15 jours dans la vallée de Sherbrooke où il y a des grosses usines de microprocesseurs. Les gens me disaient un microprocesseur pour être fabriqué, il passe 4 fois la frontière canado-américaine dans les deux sens. Si évidemment vous payez 25% à chaque fois, votre microprocesseur, il va plus que doubler. Et donc votre téléphone qui en a un paquet, votre ordinateur, votre voiture et tout le reste verra aussi son prix monter. Donc la force de rappel aujourd'hui, elle est avant tout économique, mais ça prend un peu de temps. Euh, Quand on regarde la sociologie du vote Trump par rapport à il y a 6 ans, 5 ans, elle a beaucoup changé. En fait, elle s'est élargie, sa base électorale s'est élargie. Il y a 6 ans, il avait été essentiellement élu dans la Rust Belt, c'est-à-dire la ceinture industrielle historique du nord-est des États-Unis. On a vu, évidemment, un certain nombre de leaders de la Silicon Valley se ranger derrière lui. New York a plus voté Trump qu'il n'avait jamais voté auparavant, et Wall Street s'est très largement rangé derrière lui. Et donc, cette communauté d'affaires qui soutient Trump beaucoup plus qu'il y a 5 ou 6 ans, va peut-être, elle aussi, un peu changer Kazakh. Il y avait une question sur que fait le Parti démocrate dans tout ça. Je dois reconnaître que jusqu'à il y a quelques semaines, ils étaient avant tout complètement sonnés et complètement absents des débats. Ça commence à revenir. On a vu au Congrès américain des congressmen réagir de manière forte. On voit des gouverneurs s'organiser. J'en profite pour dire que je serai à Chicago les 18 et 19 mars prochains. Le gouverneur Pritzker, qui est le gouverneur de l'Illinois, fait des discours qui sont presque du niveau de ceux de Claude Maluret. J'ai vu que le discours de Claude Maluret était mentionné dans le chat, absolument exceptionnel, à tel point qu'il a été sous-titré en anglais et qui fait le tour de l'Amérique du Nord à la vitesse de la lumière. On a des gouverneurs qui commencent à s'organiser. On a des juges aussi qui questionnent un certain nombre de décisions et qui les suspendent. Hein, des licenciements ont été suspendus par la justice. Donc la résistance, elle s'organise aussi aux États-Unis. Alors, bon, il y a une question sur et la Palestine, on n'en parle pas. Ben, Donald Trump avait promis qu'il arrêterait le conflit, alors peut-être pas en 24 heures, ça c'était l'Ukraine, mais que la paix... Moi, peut-être avant de rentrer dans le détail de cette question, j'ai une conviction très forte, c'est que Donald Trump, il a un objectif pour ce mandat, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix. Il est jaloux comme un singe que Barack Obama l'ait eu en son temps, et il considère qu'il sera le faiseur de paix global, quel que soit le prix, et qu'il doit avoir le prix Nobel de la paix. Donc il faut garder ça à l'esprit quand on voit
ces prises de position qui partent un peu dans tous les sens, mais qui visent parfois à mettre de la pression sur les soutiens de la Palestine et parfois quand même à mettre un peu de pression sur M. Netanyahou également. Mais ses alliés, ils sont clairs. C'est le Premier ministre israélien d'un côté et Vladimir Poutine de l'autre. Donc il faut garder ça à l'esprit. Si c'est pour résoudre un conflit, j'allais dire millénaire, en tout cas qui s'est intensifié depuis maintenant plus d'un demi-siècle, en donnant les clés de Gaza, que ce soit pour une cité balnéaire ou pour un champ de ruines à Israël, je ne pense pas que ce sera une résolution très durable du conflit. Donc, de ce point de vue-là aussi, même si c'est plus compliqué, l'Europe a un rôle à jouer pour essayer d'exister, au moins en Ukraine on existe, pour tempérer les ardeurs de Donald Trump et essayer de faire avancer cette zone. En tout cas, on a vu que la France avait encore de l'impact au Liban de faire avancer cette zone vers une voie de la paix qui est évidemment très difficile à trouver, mais qu'on doit pouvoir trouver en libérant les otages. Évidemment, c'est essentiel, ça a commencé, mais aussi en reconnaissant évidemment les douleurs, les horreurs des victimes palestiniennes, hein, dizaines de milliers qui ont été tués depuis maintenant un peu plus d'un an, et arriver peut-être à faire à nouveau euh, communiquer des partis qui aujourd'hui, évidemment, sont dans une logique extrêmement tendue. Alors, question sur la double nationalité, ça peut être préoccupant. Bah, j'allais dire non, au contraire. Euh, Vous êtes français et américain, vous avez la double wild card. Donc, je ne vois en aucun cas Donald Trump remettre en question ça. Il a parlé de la remise en question du droit du sol, hein, qui est un droit, mais absolument fondamental d'un pays dont il ne faut pas oublier quand même que l'immense majorité de la population y est arrivée. C'est-à-dire que il y avait une chanson qui disait on est tous des enfants d'immigrés. En tout cas, aux États-Unis, à part les populations autochtones qui sont quand même très minoritaires, ils sont tous des enfants d'immigrés. Donc le droit du sol, ça a été un constituant très fort de la nationalité américaine. Bon, on verra si effectivement il met ça en musique. Moi, personnellement, j'en doute. Et je doute aussi que ce soit une bonne idée sur la France en partie, hein, en passant, hein, puisque certains se sont prononcés là-dessus. Moi, je suis totalement contre la remise en cause du droit du sol en France. Je pourrais vous dire pourquoi si ça vous intéresse. Mais voilà, vous êtes américain au contraire. Vous avez une green card, ça veut dire que vous travaillez, vous avez une résidence permanente, pas d'inquiétude non plus. C'est plus sur les visas un peu plus de court terme ou un peu plus flexibles sur lequel il y a un doute et évidemment il y a un risque. Alors, j'ai pas parlé beaucoup du Canada, effectivement, me rappelle Camille. J'y étais il y a 15 jours. Moi, j'ai été impressionné par le rassemblement du Canada derrière le drapeau à la feuille d'érable. Les Canadiens, en général, sont quand même moins nationalistes et patriotes que les Américains ou que les Français. Et là, j'ai vraiment senti une union nationale face à cette agression, euh, qui est d'autant plus perçue comme violente qu'elle vient du voisin. Enfin, c'est quasiment la famille. Je parlais tout à l'heure de l'immigration très forte des deux économies. Je veux dire, le Canada n'est pas un 51e État, loin de là, d'un point de vue culturel. Au hockey, ils sont meilleurs. Au basket, ils sont plutôt un peu moins bons. Mais d'un point de vue économique, c'est déjà le cas, en fait. L'intégration est très forte. Donc, ça les a beaucoup frappés. Ça a eu un impact très fort sur le comportement des uns et des autres. Je parlais du boycott des pays et des produits américains, la SAQ au Québec et Alcool Ontario en Ontario qui sortent les produits américains de leurs étals. Ça a eu aussi un impact politique important. Marc Carney est depuis aujourd'hui le nouveau Premier ministre du Canada. Il peut gagner les élections. On verra si c'est le cas, mais en tout cas, aujourd'hui, les sondages sont extrêmement serrés. Là où il y a 6 semaines, les écarts étaient énormes entre Pierre Poilievre, qui est un conservateur populiste, que je pourrais presque qualifier de trumpiste à la canadienne, mais quand même, dont les sondages ont baissé, et surtout les libéraux qui ont retrouvé des couleurs après une fin de règne, si je puis dire, de Justin Trudeau, qui était quand même assez affaibli. On a, je pense, une bonne leçon que nous donnent les Canadiens aujourd'hui, d'abord d'union nationale, de fermeté. Et Marc Carnet, dans son discours d'acceptation aujourd'hui, enfin ce matin, a clairement dit hier soir que la guerre commerciale, il a dit comme un match de hockey, on va la gagner parce qu'on ne se laissera pas faire. Et de ce point de vue-là, je pense que la fermeté est importante.
Euh, Donald Trump, il a une psychologie un peu complexe, mais il respecte la force. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle il respecte le président de la République, pour laquelle il respecte, voire même adore Vladimir Poutine, et pour laquelle je pense qu'il va respecter Mark Carney si c'est lui le Premier ministre, c'est que c'est des gens qui sont crédibles, qui sont forts, qui sont capables de le contredire quand c'est nécessaire, hein. Vous avez vu la fameuse scène dans le bureau ovale du président contredisant le président américain sur l'ampleur de l'aide européenne. Et donc, je pense il y a une belle leçon aujourd'hui que nous donne le Canada, dont il faut s'inspirer sur à la fois la capacité à être rassemblé et aussi être assez ferme sur les attaques dont on fait l'objet. Euh, voilà. Euh, on va peut-être Alors, vous avez prévu de rencontrer Carnet. Il s'avère que moi, je le connais bien, hein. Donc, Nicolas de Toronto, il était dans mon bureau il y a quelques semaines, au mois de décembre. J'ai échangé avec lui et on a notamment échangé il y a 15 jours quand j'étais à Montréal et qu'il y était pour le débat des chefs. Donc, oui, je vais rencontrer Marc Carnet. Je l'ai félicité ce matin. Il m'a répondu qu'il viendra à Paris dès que possible. Et clairement, la relation avec la France est très bonne. Il connaît bien le président de la République. Le président de la République le connaît bien aussi. Et je pense que plus que jamais, je pense que le Canada a besoin de l'Europe et plus que jamais, l'Europe doit faire affaire, si je puis dire, à tous les sens du terme avec le Canada. Je te laisse conclure peut-être de ton côté, Christo, puis je prends la parole pour conclure moi également. Et puis on vous laisse retourner à votre journée, puisque pour certains d'entre vous, elle ne fait que commencer et pour d'autres, elle n'en est qu'à la moitié. Non, mais écoutez, très rapidement pour conclure, et ça fait quand même, c'est très appréciable de voir une très très grande majorité de commentaires qui vont en fait tous dans le même sens, parce que je crois que il faut prendre la mesure de ce qui se passe. Ce qui se passe aux États-Unis est effrayant. Ça fait des années, des mois que je le dis, mais je trouve que cette montée du maghïsme ressemble quand même à une montée du fascisme à absolument tous les niveaux, et ça nécessite de résister. Et résister, je crois que c'est un des sujets qu'on a abordé pendant ce séminaire, c'est de le faire positivement, c'est en étant chacun acteur de cette résistance, en faisant, vous qui êtes dans les alliances françaises, dans la recherche, dans les affaires, en étant des acteurs de cette relation et en portant fort nos valeurs. Je trouve que ça n'a jamais été aussi simple que de savoir pourquoi, qu'est-ce que sont les valeurs de la France, de l'Europe et de l'Amérique, donc il faut les porter. Il faut être solidaire. Ça va nécessiter peut-être, et faites-nous remonter les cas de gens qui ont des enjeux sur leur visa. On a été sollicité quelquefois par des personnes qui peuvent avoir des difficultés, et on sera là aussi pour les soutenir. Soutenons-nous en tant que communauté française, communauté européenne, et soyons forts, parce que le seul moyen de résister, c'est d'être fort. Et je pense, et je suis un optimiste, que si on applique ces principes-là, le régime va tomber par lui-même, parce qu'il commet quand même, par des décisions un peu insensées, des choix qui vont mener probablement aussi à l'érosion du soutien de la base de Trump, notamment sur l'inflation, sur tout ce qu'on a vu. Donc soyons forts, résistons, soyons patriotes. Et aujourd'hui, être patriote, ça dépasse simplement être français, c'est être fidèle à nos valeurs. Et vous pouvez compter sur nous pour qu'on participe à ce mouvement-là. Merci, merci Christo. Euh, Moi, vous le savez, j'aime l'Amérique. J'aime l'Amérique du Nord, j'aime le Canada et j'aime les États-Unis. Et l'Amérique que j'aime, elle existe encore. Elle existe au niveau local, elle existe dans un certain nombre de villes, elle existe chez certains gouverneurs, elle existe au Congrès et elle existe surtout à travers vous. Et au-delà de vous, à travers les citoyens américains qui croient encore dans les valeurs qui les portent depuis maintenant plus de 2 siècles. Euh, Malgré tout, il faut pas, et c'est pour ça qu'on voulait se voir aujourd'hui, et je pense que vous l'avez compris, et quand je vois les commentaires, je pense que vous y souscrivez largement, il faut pas négliger ce qui est en train de se passer. Donc, c'est l'Amérique de Trump, c'est pas l'Amérique, mais c'est une Amérique qui remet en question un certain nombre d'éléments fondamentaux qui font notre amitié, qui font nos relations économiques et qui font l'équilibre géopolitique du monde qu'on connaît depuis 80 ans. On est dans ces moments de l'histoire où l'histoire risque de basculer. Moi, je pense beaucoup, évidemment, qu'on pas raison n'est pas raison aux années 30, où, au fond,
un certain nombre d'événements et de décisions progressifs se sont traduits par un glissement d'abord progressif puis accéléré d'une élection d'un chancelier allemand par la démocratie, Adolf Hitler, à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il faut être extrêmement sensible à ces glissements, être conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et c'est vrai que moi, quand j'ai pris la décision, par exemple, de quitter X, c'était un peu ce qui m'avait guidé. Et donc, je pense que chacun d'entre vous, face à cette histoire, on a un rôle à jouer dans la manière dont vous interagissez avec votre voisin, qui peut être de la communauté LGBT, qui peut être de couleur, qui peut être musulman, qui peut être juif. N'oublions pas que dans ces moments-là, ce qui se passe autour de nous est aussi important et doit refléter, au fond, ce qu'on a, nous, envie de voir chez nos responsables politiques. Je voulais vous dire aussi qu'on est à vos côtés et qu'on est là pour vous aider. Donc, si vous avez des questions particulières, je le répète, n'hésitez pas à nous écrire à l'Assemblée nationale. Camille est là et il vous répondra, nous vous répondrons. On va continuer évidemment à aller vous voir. Donc, je le disais tout à l'heure, on sera à Chicago les 18 et 19 mars. On sera aussi à Washington le 20 mars. On va aller sur la côte ouest dans le courant du mois d'avril. On va évidemment aller dans l'ouest du Canada qu'on n'a pas encore visité également, et je sais que ça intéresse un certain nombre des participants. On va continuer à aller à votre rencontre. N'hésitez pas à venir. À nos vœux à Montréal, on avait près de 300 personnes, malgré une grosse tempête de neige. Je pense que ces sujets-là, aujourd'hui, rendent plus que jamais indispensable qu'on soit en contact. Les courriels permettent de le faire, ce genre de visio, on en fera d'autres, nous permettent de le faire également, mais sachez que vraiment, on est à vos côtés, on a aussi besoin de vous pour nous donner un peu le pouls du terrain. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous dire ce qui se passe sur le terrain, de manière à ce qu'on puisse ensemble continuer à porter haut et fort les valeurs de la France, les valeurs de l'Europe et les valeurs de l'Amérique. Voilà, portez-vous bien, bon courage, bon boulot pour ceux qui bossent, whatever else pour ceux qui font whatever else. Mais voilà, nous on vous aime et j'espère que vous nous aimez un peu aussi. En tout cas, on est avec vous. À très bientôt.